présenter notre sujet, tête de bulle, qu'on a renommé de la vie aux planètes. Notre but était de calculer le volume d'une sphère. On devait utiliser plusieurs méthodes pour retrouver le volume d'une sphère. Donc on a eu plusieurs idées, donc on va vous les présenter au fur et à mesure. Donc d'abord on va vous présenter notre première idée. À savoir qu'il y a de l'anglais parce qu'on a fait aussi l'exposé en Roumanie. On était jumelés avec des Roumains, mais malheureusement ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc d'abord on va vous montrer nos différentes idées. Donc notre première idée, des expérimentations avec physique, avec des mesures de grandeur. Donc voilà, là, notre première idée, en fait, au départ, on pensait faire tourner un cercle sur un autre cercle, comme ici. Sauf que... Calculer plutôt le disque d'un cercle vertical qu'on ferait tourner sur pi. Sauf qu'en fait, vite, on s'est rendu compte que c'était pas possible parce que, par exemple, ce point, il va faire tout ça, mais ce point, il va faire juste ça, ce point, il va faire ça. Tous les points n'auront pas le même déplacement, donc on s'est vite rendu compte que ça devenait incalculable, donc on a plutôt préféré laisser tomber. Donc on a parti sur des expérimentations physiques, donc on a plongé des billes, des sphères dans des éprouvettes, et avec la poussée d'Archimède, on a regardé le volume d'eau déplacé, car tout corps immergé fait une poussée verticale égale à son volume. Donc on a relevé la différence de volume, et on a tout rangé, organisé dans un tableau, et on s'est dit que comme le cercle le périmètre c'est en une dimension, que l'air c'est en deux dimensions, qu'à chaque fois on avait R puis R au carré, on s'est dit qu'il y avait sûrement R au cube, et comme il y a pi aussi, on s'est dit qu'il y avait souvent pi, donc on a divisé par R au cube puis par pi, et on a trouvé différents coefficients, donc ça nous donne à peu près une moyenne de 1,4. Donc on s'approche du vrai volume de la sphère qu'on a pu trouver plus tard, mais ça reste encore très imprécis parce qu'il y a une grosse marge d'erreur, donc c'est pas forcément la méthode la plus fiable. Donc après, on a décidé d'utiliser des polyèdres qu'on connaissait déjà, comme le cube ou le cylindre. On connaît déjà le volume pour encadrer la sphère en fait. On a utilisé un cylindre directement extérieur et un cube à l'intérieur pour faire un encadrement. C'est pas super précis non plus, mais on se rapproche quand même. Donc pour le cylindre, la formule c'est l'air fois la hauteur. Donc l'air c'est R au carré fois pi fois la hauteur. Et le cube c'est côté au carré. Non, côté au cube, pardon. Donc, après, on a trouvé, donc le cylindre, la hauteur, ce serait un diamètre, et le rayon, ce serait le même que le rayon central de la sphère. Et pour le cube, un côté, on a trouvé que le côté optimal, c'était égal à la racine de 2R en utilisant Pythagore. C'est un peu compliqué à vous expliquer. Donc au final, après calcul, donc, côté au cube, donc racine de 2R au cube, ça fait 2 racines de 2R au cube. Et avec le cylindre, on a fait pi fois R2 fois 2R. Donc on a fait 2 pi R cube. Donc on trouve cet encadrement. Bon, ça reste assez imprécis tout de même, mais on s'approche. Ensuite, c'est à mon tour. Donc on avait comme seconde idée principale de séquencer la sphère, l'hémisphère plutôt, parce que pour l'instant ça s'intéresse à l'hémisphère, une fois que après. S'intéresser au séquençage de la sphère en différents cylindres et de faire la somme de tous ces cylindres, tout le volume de ces cylindres. Et bien sûr, à chaque fois, il y a une perte de volume. Donc voilà, donc on va tout simplement utiliser Pythagore comme en quatrième. Donc on va avoir un rayon R donné, donc l'hypoténuse égale à R, avoir un rayon adjacent que justement on va chercher pour trouver le volume du cylindre. Par la suite, on a le côté opposé. Par exemple, le côté opposé va être égal à R sur N fois K. Donc R c'est le rayon, N c'est le nombre de séquençage du nombre de cylindres qu'on va avoir, et K c'est le quantième cylindre. Par exemple, imaginons que là on encore 2, on aura 5 cylindres, donc on aura 1 divisé par 5, ça fera un cinquième. Ça fait fois 3, ça fait 3 cinquièmes, donc on aura un côté opposé égal à 3 à la cinquième, et un hypoténuse égal à 1, donc on prend un Pythagore. Donc on aura R au carré moins R sur N fois K au carré sera égal au côté adjacent. Mais on voit encore une fois qu'avec que 5 cylindres, il y a une perte de volume. Donc le but étant de pousser le nombre de ces cylindres jusqu'à N, jusqu'à
le plus grand nombre possible. Voilà, c'est une représentation de ce que je viens de vous dire. Ensuite, avec les Romains, on s'est intéressé à quel type de, enfin, quel rayon prendre. Si nous devions prendre le rayon de la base inférieure ou le rayon de la base supérieure. Donc on peut voir là sur ce schéma, c'est les rayons de la base inférieure qui va être collé au côté de la sphère. Alors que là, c'est le rayon de la base supérieure qui va être collé à la surface de la sphère. On a choisi de prendre cette méthode-là. Donc voilà, l'expression que je viens de vous expliquer. Donc on a l'expression pi fois r au carré fois h. Donc on a le côté adjacent, on a pi et on a la hauteur. La hauteur qui est une constante pour chaque cylindre. Elle va être égale pour chaque cylindre, on ne changera pas. Et encore une fois. Donc ensuite on a développé tout ça. Donc on a la formule générale du bas. Donc par contre, lors de la compression de l'image, il manque des signes. Donc tous les bases, il manque des moins, des trucs comme ça. C'est là, donc il y a un 1. Donc on a l'expression de base. On peut passer le pi de l'autre côté du sigma. Ensuite, on va retirer du coup la racine carrée. On va factoriser le tout. On peut passer tous les r de l'autre côté du sigma. Et ensuite, on tombe sur une fonction k carré que nous devons encore démontrer après ce congrès. Donc nous tombons sur n facteur de n-1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Et à la fin, nous tombons sur une équation d'une demi-sphère, 4 fois 2. Et on tombe sur 4pi fois 4 tiers de pi fois r au carré. Donc la formule universelle de calcul du volume d'une sphère. Donc on s'est dit, c'est bien joli, on a 4 tiers de pi fois r au cube, mais est-ce que ça marche pour tout? Est-ce que ça marche pour la Terre? Est-ce que ça marche pour le Soleil? Est-ce que ça marche pour, je sais pas, pour Antares? Pour n'importe quelle étoile, n'importe quel objet céleste dans l'espace? On se dit, pour une petite sphère en polystyrène qui fait 10 cm de diamètre, ça marche bien. 4 tiers de pi fois r au cube, ça marche bien. Mais pour l'exemple d'un trou noir, mais pour une planète, par exemple pour la Terre, les distances, plus on se rapproche du centre de gravité de la Terre, vont être compressées par un observateur extérieur, bien sûr. Et donc on en vient à se dire, mais est-ce que ça marcherait si on inclurait cette compression de la distance au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de gravité d'un corps massif? Est-ce qu'on aurait vraiment le volume exact, si on voulait calculer avec le 4 tiers de pi fois r au cube, le volume du Soleil? Voilà, donc notre ouverture porte sur les objets célestes et savoir si vraiment cette formule-là pourrait-elle marcher avec l'objet massif du cosmos. Voilà, merci de nous avoir écoutés.